Bien. Alors, Madame Georgina, je reprends. Oui, Madame Georgina Bernard-Vincent, d'ailleurs, permettez-moi, c'est tout à fait... je vais vous appeler Georgina, parce que c'est en plus que c'est un prénom que j'affectionne tout particulièrement. Certains dans cette salle sauront pourquoi. Vous avez donc un sujet qui vient d'être un peu démoli, hein, parce que le périmètre de la conciliation, Xavier Libert vient de me dire, ben non, même en matière d'étrangers, bon, ça suffit, on peut aller discuter le titre de séjour. Je suis d'accord, hein, moi je n'ai aucune réserve à ce qu'on n'aille pas mettre la médiation, enfin qu'on fasse de la médiation dans tous les domaines. Mais quand même, ça mérite réflexion. Donc voilà. Est-ce que vous avez, vous, une idée sur faut-il définir un périmètre de la médiation en droit public et si oui, quel serait ce périmètre? En tout cas, le plus large possible, j'espère. Merci, monsieur le conseiller. Merci aussi à Jacques Lepers et à Joanne Saison donc, de m'avoir invité à cette journée d'études donc, pour vous parler des périmètres de la médiation en droit public. Alors, je vais commencer par une citation du cardinal Jules Mazarin, qui indiquait ce précepte aux hommes de pouvoir: tout ce que tu peux régler pacifiquement, n'essaie pas de le régler par une guerre ou un procès. Nul doute qu'il a tiré cette conclusion de sa propre expérience de médiateur de paix dans un conflit entre la France et l'Espagne en 1630, donc ça ne date pas d'hier. Mais ce rappel historique permet de souligner que le premier champ d'application de la médiation, c'est bien les différends internationaux. Et ce processus de règlement pacifique internationaux est devenu une obligation avec les conventions de La Haye de 1899 et de 1907. Et la médiation internationale est d'abord conçue comme une mission diplomatique en faveur de la paix. C'est même d'ailleurs généralisé au sein des organisations internationales, lui apportant une dimension institutionnelle. Et on peut prendre l'exemple de l'ONU avec évidemment la charte du 26 juin 1945, où dans son article 33, elle retient la médiation comme moyen de régler pacifiquement un conflit international. Et en 2012, elle a même publié ses directives pour une médiation efficace. Alors, à l'image des conflits internationaux, et dans cet esprit de pacification, la médiation a pour philosophie l'égalité des parties, avec l'idée centrale qu'il n'y a ni gagnant ni perdant, contrairement à un procès. Cette idée est pourtant contraire au droit public, marquée par la notion de puissance publique, engendrant une inégalité entre les personnes publiques et les personnes privées. Mais la médiation peut tout à fait y trouver sa place avec l'objectif de rétablir un certain équilibre en garantissant les droits des destinataires de l'action publique. Alors, en France, on peut dater l'inclusion de la médiation dans nos procédures juridiques en 1973, avec l'instauration donc du médiateur de la République. Devenu, comme on le sait en 2011, défenseur des droits, son rôle dépasse largement aujourd'hui celui d'un médiateur généraliste. Cette institution mérite à elle seule une étude particulière et le délégué qui va venir cet après-midi pourra nous éclaircir sur ce point. Il convient de saluer aussi le rôle majeur de l'Union européenne dans le développement de la médiation. L'institution du médiateur européen, par le traité de Maastricht 92, marque une première étape importante. Et l'objectif est d'améliorer la bonne gouvernance des institutions et organes de l'Union avec les citoyens. Et la Commission européenne a instauré une législation cadre avec la fameuse directive du 21 mai 2008 sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale. Elle a été transcrite en France dans l'ordonnance du 11 mai 2011 et celle-ci inclut, en plus de la directive, la matière administrative dans son champ d'application. Et cette transposition de la directive a permis avant tout de clarifier déjà, en premier lieu, la définition de la médiation. Elle est la même en droit privé et en droit public. Elle s'entend de tout processus structuré par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord, en dehors de toute procédure judiciaire en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l'aide d'un tiers choisi par elle et qui accomplit sa mission avec impartialité, compétence et diligence. Alors cette définition identique droit public, droit privé reflète en fait la transformation profonde du droit public qui, au contact de l'économie et des relations d'affaires notamment,
ne se cantonne plus aux seules prérogatives de puissance publique. C'est donc bien la question du périmètre de la médiation en droit public qui est au cœur du débat. Il s'agit en fait de répondre à deux questions. Quelles sont d'abord les formes de la médiation et quels types de différends peuvent être résolus par la médiation? Évidemment, ce débat est encore plus prégnant avec la loi sur la modernisation de la justice du XXIe siècle du 18 novembre dernier, baptisée Justice 21. Cette loi, donc, comme on l'a vu, unifie les procédures de conciliation et de médiation sous le label de la médiation, comme le souhaitait le vice-président du Conseil d'État, M. Sauvé. Et cela, évidemment, met fin à la confusion terminologique. Alors, étudier les périmètres de la médiation revient à en dessiner les contours. Donc, dans un premier temps, on convient de s'intéresser aux formes de la médiation avant de voir quel type de différents droits publics peuvent être résolus par ce processus. Alors, on a coutume de faire une distinction en matière de médiation entre la médiation initiée par les parties et celle initiée par le juge. Alors, pour ce qui concerne les médiations extra-juridictionnelles, donc en dehors de toute action en justice, l'objectif est d'améliorer l'image de l'administration. C'est ainsi que les médiateurs se sont d'abord multipliés au sein des administrations et entreprises publiques, SNCF, RATP, La Poste. Pour l'État, on peut prendre par exemple le médiateur des ministères économiques et financiers. On la qualifie souvent de médiation maison, car elle se situe au sein même des administrations, pour répondre aux usagers insatisfaits. La deuxième phase de développement de la médiation extra-juridictionnelle est venue par la création par la loi de commissions ad hoc. Deux d'entre elles méritent une attention particulière. Tout d'abord, celle qui concerne la responsabilité médicale, avec les commissions régionales de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, qui datent donc de la loi du 4 mars 2002. Et aussi les comités interrégionaux de conciliation des différends relatifs au marché public. Alors, ces deux commissions ad hoc qui sont les plus connues vont être évoquées cet après-midi, mais déjà on dira un mot pour dire justement qu'on a quand même un doute de la qualifier vraiment parfois de processus de médiation, puisqu'il ressemble quand même par certains aspects à une procédure juridictionnelle. On en reparlera cet après-midi. Enfin, et c'est là où je voulais en venir, la nouveauté instituée par la loi Justice 21, les parties peuvent maintenant organiser une mission de médiation en dehors de toute procédure juridictionnelle. La médiation conventionnelle en matière administrative est donc née. La loi n'est pas bavarde effectivement sur ce point. On peut notamment se poser la question de savoir si la médiation conventionnelle, donc organisée par les parties elle-même, permet d'échapper aux médiations institutionnelles dont je viens de parler, les médiations maison au sein des administrations ou via des commissions. Toutefois, cette hypothèse, pour le moment, semble assez peu probable, puisqu'en effet, la fonction de médiateur n'est pas complètement reconnue et organisée encore. Seules quelques initiatives locales, comme à Nice, sont à noter, avec la création par les avocats, les experts, d'un centre départemental dédié à la médiation. C'est pourquoi souvent les parties ont tendance à choisir de faire appel au juge administratif pour désigner un médiateur. Donc on le voit, malgré l'initiative des parties, en matière de médiation, le juge administratif n'est jamais bien loin. Alors j'en viens justement à la médiation initiée par le juge administratif. La loi donc, du 18 novembre donne un nouvel élan à ce type de médiation. La loi généralise la médiation à l'ensemble des différends administratifs portant sur des questions non régaliennes. En effet, jusqu'à une époque très récente, elle était uniquement réservée aux litiges transfrontaliers, hors prérogative de puissance publique. C'était celle organisée par l'ordonnance de 2011. Mais dans la pratique, évidemment, cette médiation était purement ineffective. Mais néanmoins, c'était une première étape de l'introduction de la médiation dans la sphère administrative. Désormais donc, le président de formation de jugement au sein des tribunaux administratifs ou d'une cour administrative d'appel peut, toujours avec l'accord des parties, ordonner une médiation. Le Conseil d'État peut faire de même pour les litiges dont il a à connaître. Alors, le juge administratif peut se muer lui-même en médiateur, donc on peut qualifier ça de médiation interne, soit faire appel à une personne extérieure, médiation qu'on va qualifier plutôt d'externe. Mais là où je voudrais aussi souligner un point, c'est que
la médiation fait aussi partie intégrante du développement de l'action collective, ou action de groupe, si vous préférez, en reconnaissance de responsabilités exercées devant le juge administratif. La nouvelle loi donne effectivement la possibilité aux associations agréées, aux associations de défense, sous certaines conditions, de participer au processus de médiation afin d'obtenir réparation des préjudices subis. La convention, dans ce cas d'homologation de transaction, doit obligatoirement être validée par le juge administratif dans l'intérêt des victimes. Alors, je pense que l'action collective sera justement un moyen de développement de la médiation. Alors, dans une deuxième partie, je vais essayer de voir justement quels sont les types de différends qui peuvent être réglés par la voie de la médiation. Alors, évidemment, il y a des développements possibles, mais on verra quand même qui soulignerait quelques freins. Alors, les développements possibles de la médiation. Alors, pour l'instant, effectivement, la loi du Justice 21 ne dit pas trop de choses sur ce point. Alors, en regardant, il faut se fier aux règles sur la transaction, notamment la circulaire du 6 avril 2011 et à la note qui suit du 25 juin 2015, relative au développement des recours à la transaction. Il est clairement indiqué que la transaction, je rappelle que la transaction, c'est le point d'aboutissement de toute médiation, doit être privilégiée dans tous les cas où, compte tenu des circonstances de fait et de droit, il apparaît clairement que l'État a engagé sa responsabilité et où le montant de la créance du demandeur peut être évalué de manière suffisamment certaine. Donc ainsi, la médiation est amenée à se développer sur un terrain majeur, celui de la responsabilité de l'administration. À ce stade, il convient d'opérer une distinction. Tout d'abord, il faut parler de la responsabilité contractuelle, liée à l'exécution d'un contrat public. Il ne fait aucun doute qu'elle entre dans le champ d'application de la médiation. Elle se révèle être proche de la médiation civile et commerciale, puisque en matière de médiation, tout ce qui est prérogative de puissance publique n'entre pas dans son champ d'application. Et pour prouver encore cela, ce type de différend était déjà propice à la conciliation entre notamment une personne publique et son opérateur économique. D'autre part, il y a la responsabilité extra-contractuelle. Alors là, c'est un petit peu plus compliqué, puisqu'il y a deux étapes à identifier. Il faut d'abord, effectivement, rechercher si l'administration a commis une faute. Deuxième étape, il faut évoquer l'indemnisation des dommages subis. Alors, dans le domaine de la santé, donc les fameuses commissions régionales de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux mettent déjà en œuvre ces deux étapes, avec deux régimes spécifiques, celui de la responsabilité pour faute ou celui de la solidarité nationale avec l'ONIAM. On observe d'ailleurs la même démarche en matière de travaux publics. En effet, pour des chantiers de grande ampleur, il est régulièrement mis en place une commission chargée de statuer justement sur les indemnisations en cas de préjudice subi pendant ces travaux de grande ampleur. Ce fut le cas, par exemple, en Seine-Saint-Denis pour la ligne 5 du tramway. Alors, ce n'est pas pour rien que je vous évoque la santé et les travaux publics, qui me semblent être deux domaines de la responsabilité extra-contractuelle qui seront effectivement propices, susceptibles d'engendrer des processus de médiation. Alors, l'autre terrain, en dehors de la responsabilité, puisqu'il n'y a pas que la responsabilité, c'est celui de la reconnaissance des droits. En effet, la médiation peut être efficace pour contester une décision pécuniaire. Autrement dit, il s'agit de faire reconnaître soit le droit au paiement des sommes dues, soit le droit à la décharge des sommes d'argent illégalement réclamées par l'administration. Alors, évidemment, les droits sociaux et tout ce qui concerne la fiscalité sont des domaines en première ligne. Et ce n'est pas pour rien, ce n'est pas sans lien avec la nouvelle action en reconnaissance de droit devant le juge administratif, toujours avec cette fameuse loi en justice 21, permettant de traiter les contentieux sériels. Enfin, je voudrais souligner aussi sur une procédure de médiation particulière dont on n'a pas encore parlé, c'est celle du DALO, du fameux droit opposable au logement. En effet, toute personne souhaitant faire valoir son droit au logement doit obligatoirement recevoir l'aval de la commission de médiation pour être reconnue comme prioritaire. Alors, dernier point, je voudrais souligner les freins quand même à cette médiation.
parce qu'il me semble que ce n'est pas tout possible, notamment sur deux choses. Premièrement, sur la question de la légalité, puisque le contentieux administratif, il est marqué inévitablement par la question de l'égalité, puisque c'est le cœur de métier du juge administratif. Et rappelons d'ailleurs que ce rôle a été, en 1987, reconnu par le Conseil constitutionnel. Pour moi, il peut y avoir médiation sur une question de légalité d'un acte administratif, puisque pour l'instant, seul le juge administratif peut annuler ou réformer un tel acte. Mais néanmoins, ce qui ne veut pas dire que le juge administratif ne peut pas faire valoir la légalité en matière de médiation, tout simplement déjà en regardant la légalité de la convention de transaction. Déjà, c'est le premier point. Puisque, et là c'est la grande différence entre le droit public et le droit privé, le juge administratif doit vérifier que la transaction ne porte pas atteinte à l'intérêt général et au principe d'égalité devant les charges publiques. Puisqu'il faut rappeler une règle importante, une administration ne saurait consentir une libéralité. Mais l'autre frein à la médiation, c'est l'administration active elle-même. Pourquoi ? Parce que, par exemple, je vais prendre le cas d'une collectivité territoriale, la signature de la transaction, elle est subordonnée au vote de l'Assemblée délibérante. Si l'Assemblée délibérante, effectivement, ne vote pas la délibération, la médiation, elle tombe à l'eau. Pareil, il peut toujours avoir un déféré préfectoral. Il peut toujours avoir un recours éventuel d'un tiers. Donc, voilà un petit peu les faiblesses au niveau de la médiation. Et surtout, dernier point sur lequel je voudrais insister, c'est qu'au niveau de l'administration active, elle a un autre moyen de régler amiablement ces différends avec les usagers. C'est effectivement les recours administratifs obligatoires. Parce que l'administration elle préfère souvent que le différend se règle en interne, rapidement et sans intermédiaire, donc sans médiateur. Le Conseil d'État, d'ailleurs, les qualifie quand même de procédures souvent efficaces. Et comme on l'a vu, la loi Justice 21 va même plus loin en faisant une expérimentation sur les recours préalables à la médiation. Alors tout ça pour conclure sur un petit point, en vous disant que le développement de la médiation semble être une nécessité déjà pour désengorger les juridictions administratives. Mais n'oublions surtout pas que la médiation, ce n'est pas seulement un mode alternatif. C'est aussi un moyen d'améliorer les relations entre l'administration et les destinataires de l'action publique, voire parfois même de les pacifier, à l'image des conflits internationaux dont j'ai parlé au début de mon propos. Et c'est dans cette perspective que la médiation pourra trouver son essor, pour construire une paix sociale durable, pour reprendre l'un des propos de Jean-Marc Sauvé. Merci de votre attention.